Bonjour Pierre-Héla. Bonsoir. Merci en tout cas voilà, d'avoir accepté notre proposition d'interview. C'est un grand honneur de, en tout cas, vous accueillir. Sans souci, j'ai accepté, j'ai cédé à votre violence. Donc, vous êtes auteur, conférencier, dissident quelque part et un spécialiste du mondialisme depuis On dit plusieurs années. ça. Donc actuellement, parle-nous un peu de la situation géopolitique. Ben, tout se passe très bien. C'est la paix dans notre monde. Sérénité. Bon, j'arrête. Euh, ah mon Dieu. L'accord de ce temps. Ce qui se passe, bon, évidemment, en Ukraine, Gaza, Israël, le Proche-Orient. L'endettement faramineux de l'État américain, l'État fédéral, qui a dépassé les 34 000 ou 35 000 milliards de dollars. Il suffit d'aller d'ailleurs sur le site US Debt, hein, DEBT pour dette, clock, et vous avez le chiffre officiel de l'endettement de l'État fédéral américain, mais aussi tous les types d'endettement au niveau des États fédérés, etc. Et c'est une horloge qui cavale. Bon, bah, ça peut pas durer éternellement. Euh, Vous avez une invasion migratoire en Europe. La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Suisse, etc., de 1900, 1920, enfin l'Europe, ou la civilisation française, ou la civilisation italienne. Euh, en fait, on- la civilisation européenne disparaît. Elle disparaît, donc on arrive à la fin d'un monde. Puis bon, les tensions, ce qui se passe en Ukraine, Russie. Et comme je dis toujours, le mondialisme passe par un sacrifice humain. Donc tôt ou tard, à quelle vitesse, ça, évidemment, je ne pourrais pas le donner, mais il y aura des événements brutaux pour passer, selon l'idéal de ces gens d'essence satanique, à un idéal supérieur qui passe par un sacrifice humain. Sous-entendu, la guerre. Déjà, la politique vaccinale, tout ce qui est ARN messager, avec les bourlas, les euh, Mancel pour Moderna, etc., ça n'aide pas, mais le processus s'accélère. En fait, je ne peux pas dire à quelle vitesse on va cogner dans le mur, mais on y va, mais alors, grandes enjambées. Bon. Est-ce que vous voyez plusieurs factions qui se confrontent? Est-ce qu'on a un espoir du côté des BRICS, par exemple? Alors, j'ai eu l'occasion de faire récemment, enfin quelques semaines de ça, un entretien sur Média 442. On m'a posé la question similaire, une question voilà, identique. Et j'ai dit, ben, il suffit de regarder le dernier rendez-vous annuel des BRICS, donc Russie, Chine, etc., avec les nouveaux arrivants depuis janvier de cette année. Donc il faut rajouter l'Égypte, l'Éthiopie, l'Argentine, Émirats arabes unis. Et en tout cas, le compte rendu final à l'époque de août 2023 des BRICS, avec Poutine qui était resté à Moscou et qui a fait une vidéo conférence, donc BRICS réunis en Afrique du Sud, à Johannesburg. Et en fait, c'est le programme de Davos, gouvernance mondiale, ONU modernisée, mais là dans un cadre multipolaire. Il y a 94 propositions, il suffit de lire le compte rendu en 94 propositions, avec la mise en place d'une économie décarbonée. Enfin bref, le programme de Davos, mais à la sauce multipolaire, avec le FMI modernisé, enfin tout réadapté à la sauce multipolaire, à la sauce davosienne. J'ai deux questions. Un sur Poutine, vous dites que c'est un mondialiste, mais vous dites aussi qu'il y a plusieurs types de mondialistes aussi. C'est pas Alors, il y a dans l'organisation planétaire, la gouvernance mondiale, vous avez deux types de gouvernance mondiale. Il y a la gouvernance mondiale unipolaire, c'est-à-dire le monde anglo-saxon et le reste, les miettes. Et puis ce que des Poutines ou même la Chine veulent, c'est une gouvernance mondiale multipolaire, mais avec des blocs continentaux. Et c'est ça qui est terrible, c'est que j'ai l'information, je l'ai balancée avec dans mon livre Les permanences de la géopolitique, permanence de la géopolitique et de la mystique russe des Romanov à Vladimir Poutine, où j'ai mis le texte écrit de la main de Poutine dans Izvestia, que j'ai fait traduire, où il dit qu'il faut mettre en place une union eurasienne supranationale, s'inspirant
du modèle de l'Union européenne. Donc, Union européenne, Union eurasienne, l'Union africaine, vous avez l'Union nord-américaine qui n'a pas encore vu le jour, mais qui est en préparation avec, dans un cadre ALENA amélioré. Enfin, c'est plus l'ALENA, c'est Mexique, États-Unis, Canada. Ça a été amélioré, si je puis dire, avec Trump. Donc, ALENA, le super ALENA, sous la direction de Trump, c'est Mexique, États-Unis, Canada. Et l'objectif, donc, c'est de créer ces blocs continentaux pour les partisans du monde multipolaire. Et ça, c'est ce que souhaite Poutine, qu'il a dit et écrit et répété. Et d'ailleurs, c'est simple, j'ai beau le dire, et le dire en conférence, etc. Et donc de déplaire à la dissidence, qui est largement pro-Poutine. Je pense que la dissidence, je pense qu'elle est le seul, non pas à m'opposer à la Russie, qui est une splendide civilisation, mais à Poutine et au monde qui est autour de lui. C'est qu'en fait, la Russie de Poutine, et Poutine en tout cas dans son article de Izvestia de 2011, et il a continué dans cette voie-là, veut mettre en place une union eurasienne supranationale, donc par définition contraire aux intérêts nationaux russes. Et donc, vous avez une branche américaine qui est pour ce type d'organisation, c'est Trump. La branche qui est qui est unipolaire, c'est tous les Biden, Obama, Bush. Et Trump, lui, c'est la branche multipolaire, d'où cette entente entre lui et Poutine, avec un fond, entre guillemets, de classicisme, avec le lien Lubavitch, et ça, il faut vraiment insister là-dessus. Vous avez une fraction du monde juif, il faut surtout pas voir le monde juif comme un monde uni, une fraction du monde juif, Lubavitch, que j'appelle les cathotradis du monde juif, c'est-à-dire des gens contre le wokisme, contre les LGBT, sans quoi, à titre personnel, je suis d'accord avec eux, mais qui sont fondamentalement antichrétiens, et donc incompatibles avec la Russie orthodoxe de Poutine. Et vous avez une alliance entre ces Lubavitch de Poutine et une sympathie avec les Lubavitch pro-Trump, qui sont aussi pour des valeurs classiques, et toujours antichrétiennes. Je rappelle que dans le judaïsme, Talmud Babylone et de Jérusalem, le Christ est châtié dans des excréments bouillants. C'est le truc officiel, traité gitain 56b, 57a. Lisez la thèse, entre autres, de Thierry Murcia, la qu'à lire. Bon, enfin, de toute manière, c'est pas Thierry Murcia, ce spécialiste qui a découvert la chose. Il n'a fait que reconfirmer une chose qui est connue du monde juif, mais peu diffusée en dehors de ce milieu-là, parce que, bon. Donc, en fait, vous avez une opposition d'ordre dans l'architecture de la gouvernance mondiale. Comme je vous le disais, donc, gouvernance mondiale, soit unipolaire, c'est-à-dire la maison avec une seule pièce, le monde anglo-saxon, et les toilettes réservées aux autres, c'est-à-dire les bouts. Et puis, vous avez le monde multipolaire à la Poutine, où la maison, il y a différentes pièces, une répartition relativement équitable des intérêts financiers, politiques, des intérêts de chaque bloc continental. Et donc, c'est là où ça se tape. Et il y a donc, en plus de cela, une opposition d'ordre spirituel entre une vision plus conservatrice, marquée par le monde Lubavitch côté russe, antichrétien, avec un monde orthodoxe lié à ce monde Lubavitch. En fait, c'est du Philippe de Villiers lié à J. William Goldanel. Quand un Philippe de Villiers vous parle du même combat entre la Vendée et la Judée, j'ai envie de dire à Philippe de Villiers, Monsieur de Villiers, vous avez des qualités certaines, mais vous déraillez complètement sur ce point-là. Et en face d'un monde libéral libertaire juif, à la Zelensky, qui lui, avant d'être à la tête de l'État ukrainien, jouait du piano à queue. Donc, c'est une opposition vraiment complète. Bon. Mais dans les deux cas, c'est vrai, en plus, vous riez, mais j'ai vu la vidéo, effectivement. Oui, c'est... Bon, bref. Bref, on ne va pas trop Ouais. déplier cet aspect-là de la personnalité complexe Oui. Zelensky, Ouverte sur le monde. ouverte sur tout ce qui bouge. Et Qui s'agite. qu'est-ce que beaucoup, alors si on ne peut pas compter sur les BRICS, on ne peut pas compter évidemment sur Ah oui, les BRICS, c'est vrai, on n'en peut pas. Oui. sur l'occidentalisme, sur le bloc occidental. Que penser de la force musulmane islamique, sauf Émirats arabes unis, etc. Alors, il y a une chose, je l'ai dit dans le passé, je le redis aujourd'hui, alors je sais que ça surprend, ça choque. Une chose que je constate, c'est que dans les constitutions des pays musulmans, vous n'avez
comment dire, aucune loi, aucune caractéristique en faveur de tout ce qui est wokisme, LGBT, etc. Ce qui fait que ces pays musulmans sont des freins à la diffusion des valeurs, je mets entre guillemets, hein, les valeurs occidentales. Voilà, donc il faut avoir l'honnêteté de reconnaître euh, que ces pays bloquent, en tout cas freinent considérablement la diffusion de valeurs, enfin valeurs en fait mortelles. Mais en même temps, il faut reconnaître aussi une chose, la civilisation des pays européens, Espagne, France, Italie, c'est pas l'islam, comme c'est pas le judaïsme rabbinique, le Talmud. Dans le cas de la France, c'est le catholicisme, né du baptême de Clovis. Mais la révolution de 1789 et Vatican II ensuite, ça a flanqué une pagaille. Donc on vit en fait une époque de confusion. Et en fait, on est arrivé à un degré tel de confusion que les choses ne peuvent plus être réglées d'une manière pacifique. Humainement, arrêter avec certaines formules, mais humainement, c'est cuit. Il ne faut pas se leurrer, dans ce sens que les esprits sont trop déréglés, déstructurés. Le système est vicié avec des dirigeants à la Macron, mais il faut voir aussi tous les hauts fonctionnaires, toutes les personnes qu'on ne voit pas, qui sont dans les coulisses, dans le domaine financier, dans le domaine politique, dans le domaine militaire, dans le domaine de la magistrature, en France, en Espagne, en Allemagne, etc., liés à des instituts, certes Davos, mais vous avez l'Institut Berggruen, McKinsey, la Trilatérale, enfin, Bilderberg, enfin bon bref. Et donc c'est un maillage. Bon, eh bien, ça ne peut changer que par un événement brutal et sanglant. Du type une guerre, par exemple? Guerre civile et guerre tout court. Et là, que le meilleur gagne. En fait, c'est et les gens qui ont l'esprit. Regardez la politique vaccinale, où les gens se sont fait vacciner alors que ces vaccins ARN, je mets vaccins entre guillemets parce que pas des vrais vaccins, quand ils ont été infligés aux populations en France et partout dans le monde, en 2021 et 2022, on ne connaissait pas encore la phase 3, qui permet de connaître l'innocuité ou non du vaccin. Ça a été mis en place en 21-22 et l'ARN messager pour Pfizer, la phase 3, c'était avril ou mai 2023, donc on mettait un produit, donc on ne connaissait pas le résultat. Moderna, je crois que c'était novembre 22, voilà. Donc j'ai mis ça en plus, les références dans mon livre des origines du mondialisme. Ça, les Français ne se révoltent pas, les Français, les Hollandais, voilà, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'il faut pour que les gens comprennent? Ben, comme je l'ai dit il y a plus de 20 ans, il faut que le frigo soit vide. Il faut des choses primaires. Et là, dans le malheur, mais le malheur profond, les gens se réveillent, mais de manière brutale et j'allais dire bête et méchante. Et aussi la crainte que ce courant de violence soit récupéré par nos ennemis pour dire, écoutez, le frigo, on va le remplir. C'est ça aussi. Donc, voilà. Et le cadeau empoisonné, c'est-à-dire qu'on offre officiellement une possibilité de s'en sortir. Donc, en fait, il faut vraiment un effondrement complet, de telle manière que même nos ennemis soient dans l'incapacité de produire et de présenter une solution de rechange. Est-ce qu'en attendant ce moment fatidique, il y a un endroit où il ferait meilleur qu'ici, par exemple, pour se réfugier? Alors, il faut éviter les grandes villes. Tout sera tout. Il faut, bon, d'abord, essayer plutôt d'aller en pleine campagne, loin des centres urbains, loin des centres militaires, bases militaires, Toulon par exemple, c'est une base, voilà, base navale. Mais essayer de voir peut-être du côté de la Bretagne où ça sera moins touché. Attention, tout sera touché, mais dans le degré un peu moins. Et en dehors de France, il y a des possibilités? Peut-être les îles Kerguelen. En fait, ça sera planétaire. Alors évidemment, on trouvera peut-être des endroits en Afrique du côté du fleuve Zaïre, enfin du Zaïre, enfin du fleuve, je ne sais plus comment ça s'appelle, peu importe. Des zones, bon, il faudra quand même se taper les moustiques et les lions, mais voilà. Quoique peut-être la faune et la flore est plus... Bon, enfin, blague à part. Ça sera planétaire. En fait, il y a un krach financier en cours. C'est ça que les gens ne comprennent pas. On m'a dit, mais vous annoncez ça depuis des années, mais il n'y a pas de krach. Si. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, on vit une époque où on arrive à prolonger un problème sans atteindre encore une chute. C'est comme les personnes
atteintes de maladies incurables. Il y a 50 ans, 70 ans, une personne qui avait un cancer mourait rapidement. Aujourd'hui, on arrive à prolonger des malades sur des années. Quelquefois, il y a des malades incurables, mais on arrive à prolonger sur des années. La personne meurt, mais au lieu de mourir au bout de 6 mois, comme c'était le cas il y a 50 ans, on tient 5 ans, 8 ans, 10 ans. Bon. Eh bien, dans le monde de la finance, avec les algorithmes, etc., on arrive à prolonger la bête, c'est-à-dire qu'on sait que le système est grillé, mais on arrive par des acrobaties en tout genre à prolonger le système. Du temps. Voilà. Acrobatie du système financier qui doit aboutir à un effondrement en lien avec une célébration ésotérique. Ça, il faut jongler avec ces paramètres. Une célébration liée disons, à des paramètres religieux propres à ce système des sens sataniques. Ils doivent jongler avec ça. Quand vous avez une Christine Lagarde qui, en 2014, en janvier, donc à l'époque, à la tête du FMI, faisait l'apologie du chiffre 7, on a envie de dire, mais Christine, ça va pas, enfin si, ça va, enfin, dans leur esprit, à ces gens-là, il faut jongler avec des paramètres d'ordre financier et occultiste pour arriver à une oblation, une offrande sacrificielle. Donc, dans leur idéal à eux, il faut jongler avec des paramètres matériels liés à des principes spirituels propres à leur mentalité tordue. On ne connaît pas tout. Vous avez dit, je crois, dans une conférence, en fait, ces gens-là tordus, ils font le mal, et le dimanche, ils vont à l'église. Certains, pas tous, hein. La famille royale d'Angleterre peut-être Leur encore. logique à eux, de faire ça, ça va réparer, je sais pas comment, ça va renouveler quelque chose. Ah, en fait, dans ces gens-là, je parle des élites, hein, c'est ce qu'on appelle la rédemption par le péché ou saint péché. C'est-à-dire que l'idéal, en fait, ça vient de la Kabbale. Il suffit de lire les travaux de Gershom Scholem, l'universitaire israélien. Guerre civile, guerre tout court, crise financière, génocide et renversement des lois de la nature. Plus c'est tordu, mieux c'est. Plus on aboutit, entre guillemets, à un bien. C'est comme ça. Et en fait, il faut comprendre ça. Il y a ceux qui le veulent tout de suite, ceux qui ne le veulent pas tout de suite. En fait, il y a des bagarres internes. Le mondialisme est subdivisé en factions rivales dans le choix de l'idéal de la famille qui doit régenter tout ça. Mais une fois que le chaos sera instauré, instillé, qu'il aura lieu, c'est difficile de mettre des dates et des symboles Oui. Quand on ne contrôle plus rien. Comment ça se passe? À un moment donné, on est sur Terre. Nos ennemis contrôlent beaucoup de choses, mais ils ne contrôlent pas tout. Donc à un moment donné, ça leur échappera des mains. C'est ça qui nous aidera, qui aidera à nous en sortir. Là, pour le moment, ils canalisent. Ils sont maîtres du jeu. Tant qu'il y a un minimum de nourriture dans les frigos, tant que la paye tombe à la fin du mois, tant qu'il y a la télévision, tant qu'il y a l'électricité, des choses de base, qu'un cas, ça tient. Le jour où ça saute, cyberattaque, crack financier, que sais-je encore, que la machine se dérègle, alors là, les gens s'en battront à mort pour un morceau de pain rassis. J'ai une question qui me vient parce que Klaus Schwab a annoncé une cyberattaque il y a quelques années, déjà depuis, je crois, 2019 ou 2020. Oui, Et oui, c'est vrai. est-ce qu'il a un intérêt à ce qu'il y ait une cyberattaque, vous pensez? Oui, parce que quand il y a des cyberattaques, c'est le principe du pompier pyromane, on a mis le feu et on arrive avec la solution. Alors, il faut savoir que Schwab, c'est ce que je raconte dans mon livre des origines, donc aux éditions Culture et Racines, explique qu'il y a un travail avec le Schwab, enfin Davos, et un institut américain dont le nom m'échappe. Et en fait, ils veulent fusionner tout ce qui est monde de la finance et les réseaux sociaux avec tout ce qui est service secret. Par exemple, le cloud d'Amazon est déjà intégré au MI6 de espionnage anglais. J'ai mis les références. En fait, le chaos justifie la mise en place de mesures qu'on ne pourrait pas mettre en place si le chaos n'existait pas. C'est voilà, et j'utilise toujours cette expression du diplomate Charles-Maurice de Talleyrand, agiter le peuple avant de s'en servir, le principe Lorangina. Voilà, avant l'heure. Merci de mettre un peu d'humour dans cette situation assez catastrophique. Oui. Vous vous situez
à peu près à quel moment ce chaos qui est annoncé depuis 50 ans? Alors, évidemment, le chaos, il a commencé depuis des années et des années. Évidemment, je suis dans l'impossibilité de donner une période, disons qu'on arrive de plus en plus au bout du bout. On a un élément clé, c'est la déstructuration des cerveaux. Euh, Jeunes et moins jeunes, alors c'est encore plus net chez les jeunes, mais le fait que, par exemple, dans les écoles de commerce, les examens, ça c'était l'obligation, j'étais obligé de m'y plier, ce sont les QCM. Ou bien c'était des questions très courtes, nécessitant 8, 10, 12 lignes, mais pas une dissertation, parce que le propre d'une dissertation, de poser un thème, ça oblige à jongler avec plein de cours et à trouver, avec une introduction, deux parties, une conclusion, un développement avec des affirmations, avec des nuances, qui oblige qu'à la fois la vie n'est pas en ligne droite, il faut jongler, et une conclusion qui résume ce qu'on a raconté, mais qui ouvre un espace sur l'avenir en fonction de tous les paramètres qu'on a présentés. Ça, évidemment, c'était hors de question parce que les étudiants sont des victimes de l'éducation nationale, comme moi j'étais une victime, comme tout le monde, on est des victimes de l'éducation nationale, simplement ce qui m'a sauvé, c'est mon milieu familial. Voilà. Un esprit classique et structuré qui a permis, qui m'a empêché de plonger. Mais quand on n'a pas cette chance-là, ces étudiants ont l'esprit déstructuré, mais je ne les critique pas, c'est la faute du système et des parents eux-mêmes victimes du système. Alors, l'expression un peu brutale, mais la vérole entraîne une vérole qui entraîne une vérole et ça fait boule de neige. Donc je ne critique pas, je dis que c'est un privilège d'avoir des parents qui ont pris conscience de la chose, qui ont limité la casse. Et donc je n'ai que compassion pour ces étudiants qui sont des victimes, étudiants et élèves auparavant. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, le système ne tient plus. C'est quand on lisait les lettres des poilus durant la Première Guerre mondiale, des hommes qui étaient dans les tranchées, épuisés, écrivant dans des situations, ils n'avaient pas la table parfaitement, quelquefois ils écrivaient plus ou moins assis, etc., couchés, ben, ils écrivent parfaitement et s'en foutent de français, et parce qu'ils avaient reçu, et c'était des gens du peuple, pour la plupart, dont les ancêtres, enfin les parents, ne parlaient pas le français, parlaient le breton, les patois, etc. Donc on partait de gens qui n'avaient pas, j'allais dire, les bonnes dispositions à la base, mais qui avaient reçu, et c'est là le côté positif, que lorsqu'on reçoit une bonne formation quand on a 8 ans, 10 ans, 15 ans, eh bien, même si on est d'origine sociale modeste et que les parents ne parlent pas le français, on peut faire de l'homme et de la femme un bon produit qui va savoir raisonner, écrire. Et les poilus sont l'exemple typique. Et aujourd'hui, c'est pourquoi j'excuse la jeunesse et les moins jeunes. À chaque génération, on décroche. J'ai beaucoup d'excuses, mais à un moment donné, ça lâche. Il y a une incapacité de raisonnement, de structuration de la pensée. C'est l'émotionnel. Quand vous avez un attentat, tous les gens qui mettent des fleurs, des bougies et des peluches, ben oui, on fait ça aujourd'hui, mais dans une véritable civilisation, on ne fait pas ça. En France ou en Italie, en 1900 ou en 1950, on allait demander des messes pour le salut des défunts. On n'allait pas mettre des peluches ou des fleurs, ou la rigueur peut-être une fleur, mais on allait demander... En fait, il y avait une mentalité complètement différente. Parce qu'il y a une rupture dans la transmission d'une civilisation depuis des siècles et des siècles. Et voilà. Justement, à propos de l'attentat, est-ce que l'attentat au Crocus en Russie, à Moscou, a pour vous un but de détournement de l'attention ou de trouver un coupable idéal pour engager une offensive? Est-ce que à quoi Alors, on a trouvé les idiots utiles, je crois des Tadjiks, enfin d'Asie centrale, des pauvres idiots utiles que j'appelle les Ravaillacs du coin. Ravaillac, c'est celui qui a été utilisé pour tuer, assassiner Henri IV en 1610. Donc on a trouvé les idiots utiles. D'après tout ce que j'ai pu lire, avec toute la prudence, parce qu'évidemment, pour le moment, on ne connaît pas mais les services secrets anglo-saxons seraient peut-être pas très loin. Vous savez déjà l'attentat sanglant de Beslan de 2004 ou 2005,
qui a fait des morts en pagaille. Les anglo-saxons sont pas très loin. Je pense à l'attentat de Bologne en Italie en 1980. Bon, c'est pas les brigades rouges. Officiellement, c'est les méchants brigades rouges. En fait, il faut voir du côté du Gladio. Hein, voilà. Et là, il y a l'équivalent du Gladio. Enfin, je mets des guillemets parce que le mot ne convient pas pour la Russie de Poutine. Mais ce qui s'est passé à Moscou, on a utilisé des yeux utiles pour obtenir autre chose. Des choses dont on peut deviner certains points, d'autres non. On met de l'huile sur le feu, on crée des tensions, ça justifie aussi des mesures sécuritaires en Occident, parce que ce qui s'est passé à Moscou, on va dire, mais ça va se produire aussi en Europe, ce qui est tout à fait possible, avec les Jeux Olympiques à Paris, est tout à fait possible qu'il y ait une attaque, mais sous faux drapeau, qui justifie des mesures sécuritaires qu'on n'aurait pas pu installer s'il n'y avait pas ces mesures sécuritaires. De toute manière, les mesures sécuritaires faciales, reconnaissance faciale, etc., ces mesures qui sont en train d'être installées en France, ne seront pas enlevés après les Jeux Olympiques. Donc, un attentat ne peut que renforcer, accélérer le processus. De toute manière, on va en permanence dans un renforcement des mesures sécuritaires et contraire à la liberté, à l'anonymat. En plus, la numérisation de plus en plus forcée qui fait que on saura que vous achetez tel produit à tel endroit, à telle heure, dans tel magasin. Enfin, tout va dans la mise en place d'un esclavage. Simplement, il y a des choses qui vont accélérer. S'il y a un acte terroriste, oh zut, les méchants musulmans, en fait, entre guillemets, parce qu'en fait, on utilise de pauvres airs pour faire des attentats qui rendent service en plus à l'oligarchie. Donc, ce qui est sidérant, c'est que les Français ne savaient pas tilt. Enfin, Français, Allemands, Italiens, sauf à quelques-uns, évidemment. Mais il n'y a pas encore la masse critique pour dire, bon, écoutez, en face, tous les Macron et compagnie, on a compris, les gars, vous arrêtez vos conneries. Non. Ah non, il faut plus de sécurité. En fait, plus de menottes aux poignets et aux chevilles. Plus de contrôle, plus de surveillance. Voilà. Pour la liberté, pour la sécurité. Pour la sécurité. On sacrifiera nos libertés. Ouais. Je pense que la masse critique n'est pas forcément la majorité des gens. Hein. Ah non, oui. Un pourcentage. On n'a pas atteint la masse critique. Il faut le truc. Je sais pas quoi, mais enfin si, le malheur où les gens n'ont plus leur vie de tous les jours assurée. La nourriture dans le frigo, les vacances, des clous, on ne peut pas payer les factures d'électricité. Non, les gens, la nature humaine, c'est terrible, elle est faite pour l'esclavage. Tant qu'on assure les besoins de base, bon, c'est bon, il y a la télévision avec Hanouna, bon, c'est bon. Non, il faut que les gens soient cassés dans leur vie de tous les jours. Et ça, peu importe l'origine sociale, niveau d'études, et peu importe la couleur de peau. C'est l'humain, peu importe l'endroit de la Terre. Peut-être on trouvera un peuple plus rebelle que d'autres, ça, c'est possible. Mais en règle générale, l'humain, lisez la Boétie. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Voilà, et servitude complète, rédigée à 18-19 ans en latin. Et qui raconte, en gros, dès qu'on assure des pains et des jeux, pas d'année circenses, en gros, les gens se tiennent. Bon, ça n'a pas changé. La nature humaine ne change pas au cours des siècles. Hein. En histoire, tout a été inventé. Simplement, ce qui change, c'est la présentation de matériel et technique qui fait qu'on va plus vite. Ça, par exemple. Bon. Mais en fait, la nature humaine, ses côtés lassants, passe toujours par le même chemin. Ça change, mais c'est... Voilà, et il y a une psychologie... La Boétie, il a tout dit. Hein. D'ailleurs, j'ai présenté les extraits clés de la Boétie dans un de mes livres, très moderne. Un volet sur la monnaie. On a parlé vous avez parlé du Phénix, la monnaie mondiale qui était prévue À l'horizon. à l'horizon 2018. C'est paru en 1988 dans The Economist. Voilà, la fameuse couverture de The Economist. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Qu'est-ce qui se On est sur les rails, simplement, ils ne pouvaient pas, quand ils n'avaient pas dit en 2018, ils avaient dit à l'horizon, donc toujours le curseur. On y est en fait, l'Unicoin qui a été lancé il y a 1 an à peu près, avec les monnaies numériques.
tout ça sous l'égide de la BRI, la Banque des règlements internationaux, qui a été créée dans les années 30, entre autres par Jacques Marchart, le ministre de l'économie du Troisième Reich, petit détail, qui n'a pas eu d'ennui, d'emmerde. Enfin si, il a eu quelques ennuis, mais il aurait dû être fusillé pour son allégeance au Troisième Reich, parce que c'est lui qui a quand même aidé Hitler à se renforcer. Il est mort tranquillement dans son lit dans les années 70. Et il a joué un rôle clé dans la mise en place de la BRI, qui est la banque des banques, qui supervise BCE, Banque d'Angleterre, Banque du Japon, la Fed, etc. Et tout ça pour mettre en place des monnaies numériques qui vont constituer le maillage pour la monnaie numérique mondiale. Bon, là, on est dans les réglages. Suisse, on rappelle. Oui, Suisse. Voilà. Bâle, oui. En plus, c'est le même nom pour la sonorité que le sacrifice humain. Ils ont de l'humour. Je rappelle, je l'ai mis dans mon livre Des origines du mondialisme. Vous avez un entretien de Klaus Schwab, le patron de Davos, forum de Davos, dans ses appartements privés, et sur une étagère, vous avez en arrière-fond le buste de Lénine. Eh oui. Une émanation aussi mondialiste. En fait, Lénine, c'est le prototype de la technostructure, avec les moyens de l'époque plus rudimentaires, l'antichristianisme, voilà, et en fait, et le contrôle permanent. Eustache Mullins s'en parlait dans son livre, Le secret de la réserve fédérale. Exactement, que j'ai lu. Qui aussi faisait partie du bloc Rothschild et autres. Il faut savoir que Trotsky a été financé. Il faut lire les travaux de l'universitaire anglais naturalisé américain Anthony Souton. Vous avez ça aux éditions Culture et Racines avec la trilogie Wall Street, les bolcheviks, le nazisme et Roosevelt. Et pour les bolcheviks, vous avez Trotsky qui a été financé, lui et ses acolytes, par les banques anglo-saxonnes. Et même le bateau de Trotsky en direction de Petrograd, enfin Saint-Pétersbourg aujourd'hui, avait été arraisonné par les Canadiens. Et je crois qu'il y a eu l'intervention de Woodrow Wilson, le président américain, pour permettre à Trotsky et à ses copains d'aller à Petrograd. Il faut savoir, il faut lire Anthony Souton, c'est que la première ébauche de l'ambassade soviétique, en fait, c'est une représentation diplomatico-commerciale qui n'était même pas à Washington mais à New York, qui était dans les immeubles de Wall Street, et que le patron, c'était en 1918, donc la révolution bolchevique vient de se produire, et que le patron de la toute jeune ambassade soviétique, qui ne portait pas encore le nom d'ambassade, mais représentation diplomatico-commerciale, c'était même pas un russe, c'était un allemand qui s'appelait Ludwig Martens. On va dire enfin bon. Vous nous avez expliqué, avant qu'on enregistre, votre parcours académique. Oui. Et, Oui. vous avez fait une thèse en sciences politiques. Okay, Et vous nous avez expliqué que vous aviez une note. Pour le troisième cycle, enfin ce qu'on appelait le troisième cycle à l'époque. Et oui. vous avez eu des bâtons dans les roues, expliquez-nous. Alors oui, parce qu'en fait, ma thèse, enfin troisième cycle, maintenant on dirait master, mais à l'époque, c'était avant la guerre, hein, je vous dis, pas 14-18, hein, mais avant, voilà. Mais à une époque, on parlait de troisième cycle. Et en fait, j'avais donc préparé, c'était la vision qu'avait l'Allemagne de l'Europe du Moyen-Âge jusqu'à l'Union européenne. Et donc, ma thèse, j'ai continué dans cette voie et fortifié. Et ça a donné mon premier livre, Minorité et journalisme, enquête sur le plan allemand qui va bouleverser l'Europe. Et donc je parlais de la construction européenne, en fait tous les textes fondateurs de la construction européenne, régionalisation, protection des groupes ethniques, langue régionale, basque, catalan, etc., coopération transfrontalière et fédéralisation de l'Europe, officiellement européen, tout était allemand. Par exemple, le lancement d'une Europe à structure fédérale, ce terme exact, a été lancé en 1987 avec les dirigeants de tous les Länder, donc Bavière, Bade-Württemberg, etc., et le gouvernement allemand. Et je m'appuyais sur les revues spécialisées juridiques allemandes. Et c'était un juriste allemand de l'époque qui s'appelait Rudolf Herbeck, qui j'ai recopié, hein, référence, note de bas de page, boum, voilà. Et évidemment, les propos que je montrais, les références que j'apportais, les informations que je présentais, étaient contraires à l'amitié franco-allemande qui n'a jamais existé, sauf pour les idéologues. Et mes dirigeants de troisième cycle étaient pro-Union européenne, et évidemment, ils ont tout fait pour me saquer.
Il faut dire aussi que parmi, pendant le troisième cycle, il y avait un certain Jean-Paul Bled qui avait été qui était à la Sorbonne, mais qui à l'époque aussi avait été directeur du centre d'études germaniques de Strasbourg. Évidemment, ma thèse n'a jamais été présentée et alors, il avait eu quand même un double jeu de la part de ce personnage, parce qu'on était dans les années 90 où la Serbie allait se faire attaquer, 1999, l'OTAN, etc. Et donc, il y avait parmi les milieux de la dissidence souverainiste, il y avait ceux qui étaient pour la Serbie et contre l'OTAN. Et parmi ceux qui étaient pour la Serbie, il y avait ce fameux Jean-Paul Bled. Mais j'avais pu prouver sa duplicité, puisque j'avais pu prouver, par un document que j'ai mis, l'original d'ailleurs, dans mon livre, l'original, je l'ai mis dans mon livre Des origines du mondialisme, qui faisait partie d'une association en faveur des Kosovars, c'est-à-dire ennemis des Serbes. Et il y a eu quelques ennuis après, avec les Serbes qui ne comprenaient pas pourquoi il avait un pied dans... Voilà. Donc il ne m'apprécie pas trop, mais compte tenu que j'avais mis le document, voilà. Et il était en plus un partisan de la pan-Europe, puisqu'il faisait partie, alors je ne sais pas si c'est encore le cas en 2024, mais à l'époque, de la fondation Koudanov-Kalergi, avec Raymond Barre. Voilà, entre autres. Que du beau monde. Mais vous avez eu la note, je crois, de maximale. Pour ma thèse, donc Paris 5 René Descartes, j'ai eu oui, la note la plus haute avec les félicitations du jury. Et malheureusement, même avec la note la plus haute, je n'ai pas pu devenir maître de conf parce que j'étais politiquement incorrect. Voilà, Que vous ont-ils dit exactement? Vous n'aviez pas... Alors, en fait, c'est ça qui est terrible. C'est le baratin, les propos tenus sont tellement abscons, c'est intéressant, mais ça ne convient pas. Pas l'esprit. Ah oui, alors l'esprit de l'école, c'est quand j'étais viré d'une école de commerce. Oui, parce que là, j'avais pas l'esprit de l'école. Oui, c'est vrai, j'ai pas l'esprit du monde sans frontières et du dieu Mammon et du fric. Ça, c'est sûrement pas ma référence. Mais en fait, ces milieux universitaires, je vais vous dire autre chose. Ces milieux universitaires, dans tout ce qui a trait à l'histoire, relations internationales, fondamentalement, on n'apprend rien. On n'apprend rien. On s'ennuie, etc. Et on n'étudie pas les causes. Quand on parle du nazisme, par exemple, on va souligner les côtés négatifs du nazisme, il n'y a pas de problème, vu les dégâts commis. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les sources du financement du nazisme. Et ça, on ne va pas l'étudier. Alors si, il y en a un quand même qui l'a étudié, c'est cet universitaire que j'ai cité, anglais, naturalisé américain, Anthony Sutton, qui a apporté des informations béton sur les sources du financement et de la coopération entre l'industrie germanique avec le monde industriel américain. Entre autres pour l'essence synthétique, où il y avait la branche allemande et la branche américaine, où il y avait dans la branche américaine Paul Warburg. Voilà. Donc, mais créateur de la fête. Créateur de la fête en 1913. Voilà. Et ça, on n'étudie jamais. On va toujours dire méchant nazi, on va tout à fait d'accord, mais les sources de financement. Et là, on voit les coulisses du monde de la finance, du monde anglo-saxon. Et là, la liberté, la démocratie, les droits de l'homme, là, ça prend un coup. Donc, en fait, l'université française, on s'emmerde, on n'apprend rien. C'est débilitant. Évidemment, moi j'arrivais avec un seau dans la mare à canard, la coopération transfrontalière, l'Institut européen en fait est allemand, tous les fondateurs sont allemands, et un des dirigeants de l'Institut LARF, l'Association des régions frontalières européennes, créée en 71, un de ses patrons s'appelait Wolfgang Schäuble, qui était un des ministres des Finances de Merkel. Et l'objectif, c'est de transformer les frontières des États en frontières administratives. Entre la France et l'Allemagne, la Pologne, la France et l'Espagne. Et donc, frontière administrative, c'est plus la frontière étatique, ce n'est plus la frontière de la souveraineté d'un État. Voilà. Et puis, en plus, dans mes travaux par la suite, j'ai montré que la pan-Europe, qui joue un grand rôle, je rappelle que l'hymne européen de l'Union européenne, c'est la pan-Europe qui l'a choisi en 1926 avec Richard Koudanov-Kalergi, en lien avec l'ésotérisme Krishnamurti, qui était lié à Lise Bellet, qui était lié en particulier à Blavatsky, ésotérisme luciférien, enfin la vérole à plein nez. Je rappelle que le Parlement européen, l'architecture du Parlement européen, c'est la tour de Babel. Tout est...
Ça, on n'apprend pas à l'université. Hein. Mais pourquoi? Vous n'avez pas assez d'argent pour terminer la tour? Non. C'est... Bon. À propos des symboles, qui est aussi l'une de vos spécialités, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme signe récent, par exemple, dans les dates, je ne sais pas, le 22 mars ou d'autres choses qui vous... Là, première vue, non. Première vue, non. Ou bien, vous savez, quelquefois, quand il y a un événement qui a une raison profonde, bah, quelquefois, on ne connaît pas tout, ça échappe. On n'a pas le réflexe immédiat. Ma première vue, non. Là, brûle pour point, je peux pas vous dire. Mais je pense que les événements brutaux qui arriveront tôt ou tard seront en référence à des dates, soit de la Kabbale, soit des événements historiques. Voilà. Je vais revenir à monsieur Charles de Gaulle, du coup. Charles de Gaulle. Oui, Alors, j'ai une information à vous donner après. Allez-y. par rapport à son lien avec les francs-maçons. Oui. Ah bah, vous voulez poser... Ah bon, bah écoutez, c'est ça que je voulais. Exactement. Bah, en fait, de Gaulle, grande intelligence, on oublie toujours une chose. Et d'ailleurs, c'est révélateur de la rupture dans la transmission des principes de la civilisation française. Charles de Gaulle avait reçu une éducation classique vieille France. Il avait fait ses humanités, catholicisme classique. Il avait épousé la femme de Gaulle. Lorsqu'il y a eu l'événement du petit Clamart, elle parlait des poulets, mais certains ont cru qu'elle parlait des policiers, mais en fait c'était des poulets à la viande. Enfin bref, peu importe. En fait, De Gaulle et sa femme étaient d'un milieu classique. Tante Yvonne, voilà, Tante Yvonne, avait reçu, lui comme elle, c'était issu d'un milieu classique vieille France. Mais voilà, De Gaulle savait que pour arriver au pouvoir, il ne pouvait pas rester fidèle à ses principes d'origine. Et comme on dit, à quoi ça sert de conquérir le monde si c'est pour y perdre son âme? Et donc il a rétabli à la Libération les principes de 1789 qui sont par définition anti-chrétiens, anti-catholiques, d'inspiration kabbalistique, donc contraire absolument à l'opposé de l'éducation qu'il a reçue quand il avait 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans. Et je pense que ses parents ont été horrifiés de voir leur fils, les parents de Charles de Gaulle ont été horrifiés de voir leur fils rétablir des principes combattus par ses parents. Rétablir les principes de 89, je ne vois pas les parents de Charles de Gaulle en accord. Bon. Et entre la maçonnerie, qui est un outil de 89, a été rétabli par une ordonnance du 15 décembre 1943 par De Gaulle, en lien avec le grand maître de la Grande Loge de France, qui s'appelait Michel Duménil de Gramont, qui était, je cite l'expression, le maçon de Gaulle. Et ça, je le dis d'autant plus facilement qu'il y a un document qui a été élaboré en 2020 que j'ai cité dans mon livre Les Mémoires de Gontaut Biron, dans la longue préface de plus de 40 pages que j'ai faite. Donc maçon de Gaulle, parce que c'est un document, une plaquette, je crois que c'est une plaquette, il faut dire, enfin un document qui était rédigé par le grand maître de la Grande Loge de France et le grand maître de Grand Orient de France en 2020 pour le 50e anniversaire de la mort du général de Gaulle, qui explique que De Gaulle a rétabli la maçonnerie en lien avec tout entre Michel de Gramont, et entre autres, il y a cet élément important, en janvier 1946, donc au sort de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la première revue maçonnique du rite écossais ancien accepté sous la direction de Michel Duménil de Gramont. Et dans le préambule, il remercie De Gaulle qui, quelques mois auparavant, donc on est en période de pénurie, on sort de la guerre, on mange mal ou peu, De Gaulle a rendu possible, malgré la pénurie, le choix, enfin plus exactement la possibilité de trouver le papier nécessaire rendant possible la fabrication du premier numéro du rite écossais ancien accepté, sorti en janvier 1946. Et il remercie dans le préambule, entre autres, il n'y a pas que lui, mais entre autres De Gaulle, qui a rendu possible le lancement de cette revue. C'est un petit détail, mais ô combien révélateur. Donc De Gaulle a rétabli les principes antichrétiens, anticatholiques de 1789, qui empoisonne la jeunesse française. Et la meilleure punition que De Gaulle a eue, c'est mai 68, où c'est une jeunesse pourrie par les principes matérialistes et de 89, qui ont été renvoyés à la figure. Pour quelle raison exacte les a-t-il rétablis, ces principes? C'était pour avoir Sinon, il n'avait pas le pouvoir.
Ah, c'était pour prêter allégeance. S'il était resté fidèle au principe d'une France, resté fidèle au principe d'avant 89, c'est-à-dire du catholicisme traditionnel, voire même d'une monarchie française rétablie en fonction des critères catholiques traditionnels et non pas la monarchie à la Orléans, comme il y a eu cette tendance avec le comte de Paris, De Gaulle n'aurait jamais eu le pouvoir. Les Anglo-Saxons auraient refusé au rétablissement d'un système opposé à 89. C'est Churchill dans un discours, je ne sais plus à quelle année, qui disait que depuis que la France est en République, elle ne nous gêne plus. C'est une jolie allégorie. Et comment se fait-il qu'en justement en 68, De Gaulle ait été assez gênant De Gaulle, en fait, de par ses origines, sa formation, il était quand même conscient de certaines choses. D'ailleurs, ce sont les pires. C'est faire quelque chose de mal en sachant que c'est mal, mais on le fait quand même. Et il y a eu son fameux discours, vous savez, il présentait sa politique devant un parterre de journalistes, et il a parlé du peuple juif sûr de lui-même et dominateur, suite à la guerre de 6 jours. Bon, eh bien, quelques mois après, tous les Cohn-Bendit et consorts ont été utilisés pour lui renvoyer ça à la figure. Bon. Oui, vous savez, c'est comme dans une autre personne qui n'a pas le même niveau que Charles de Gaulle, c'est Ségolène Royal, socialiste. Oui, d'accord, mais elle vient d'un milieu classique, hein, vieille France. Et donc, en fait, avec l'âge, les marques de l'enfance, vous savez, la marque de l'enfance, c'est ça qui détermine tout, bien comme en mal d'ailleurs. Eh bien, Ségolène Royal, il y a des restes de conservatisme qui choquent le bon social de base. Charles de Gaulle, vu son âge, à l'époque, il avait donc dans les 76, 77 ans, il y avait comme des bouffées de la jeunesse qui revenaient. Et évidemment, parlant des Juifs, peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur, c'est ce qu'il entendait quand il était enfant. Parce que le catholicisme, attention, je tiens à préciser, n'a jamais été, l'Église catholique n'a jamais été antisémite, elle a toujours condamné l'antisémitisme, qui est à combattre, mais l'Église a toujours été anti-judaïque. Et donc, l'enfance de Gaulle, du petit Charles, à 8 ans, 10 ans, il savait que le judaïsme rabbinique, le Talmud en l'occurrence, était anticatholique, et que les Juifs avaient une volonté de rétablir une certaine prééminence. Bon, là, c'était une bouffée, lorsqu'il a prononcé cette phrase-là en conférence de presse, c'était une bouffée de la jeunesse qui revenait, oui, mais sur des bases de la Révolution de 89, et là, court-circuit, boum. Et que pensez-vous du gouvernement actuel en France par rapport à ce que vous citez, qui nous semble à des années-lumière? En fait, c'est ce qui est frappant, c'est que le système de la Révolution française dégrade génération après génération. Et en fait, on a une chute progressive, De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, etc. Et là, c'est le résidu du résidu. Vous savez, c'est le principe, de ces expériences, on peut mettre, un élément de décomposition de moisissure. La moisissure va se développer sur un produit sain, et le produit sain, finalement, nourrit la moisissure, mais à un moment donné, la moisissure se développe. Et le produit sain qui a nourri, qui a permis à la moisissure de perdurer, de vivre, à un moment donné, il n'y a plus ce produit sain, la moisissure, elle a tout bouffé, et elle crève dans son jus. La Révolution française, c'est la moisissure qui a été implantée sur le corps relativement sain du peuple français, sauf les dirigeants révolutionnaires, mais le peuple français, à 90% paysans, comme tous les peuples de l'époque, pensaient sainement, avec leurs qualités et défauts, mais qui avaient les référents catholiques, classiques, helléniques, parce qu'on est aussi héritier de Rome et d'Athènes. Eh bien, la moisissure révolutionnaire, peu à peu, s'est développée. Peu à peu, la caractéristique, le côté nourricier propre au peuple français a fondu peu à peu au XIXe siècle, puis ça s'est accéléré. Et là, maintenant, la moisissure, c'est un putride et un reste de produits sains, c'est-à-dire 1% de la population française, je dis 1%, c'est peut-être 0,8, peut-être 2%, enfin, c'est minoritaire. Et la moisissure est en train de mourir dans son putride de moisissure parce qu'elle n'a plus rien à bouffer et elle va mourir dans son jus. La moisissure, le côté pourri la moisissure elle-même.
Voilà. Et la révolution, c'est ça. C'est la mort, en fait, de la Ce sera révolution. peut-être le dernier gouvernement français en tant que France, ou bien que lui prévoit. C'est un résidu. Alors, il peut avoir un hoquet de survie, de moisissure. On n'a pas 50 ans, voilà. Voilà, Et bon. un dernier mot sur les événements à Gaza, toutes les populations civiles qui sont décimées. Est-ce que ça va marquer un changement de l'histoire? Bah, c'est une épuration ethnique, hein, à Gaza. Où en fait les dirigeants israéliens, il faut savoir, bon, c'est Netanyahou actuellement, mais il faut pas se leurrer, tous les dirigeants israéliens, peu importe l'étiquette politique, ont toujours favorisé une politique de colonisation, avec des moments d'accélération, des moments plus lents, mais le résultat, quand vous voyez de 1967, quand la Cisjordanie, enfin Judée-Samarie, si on reprend le vocabulaire de la partie d'en face, a été occupée, en fait, on est passé, je crois, de 150 000 à 700 000 colons. Bon, bah, les populations palestiniennes, musulmanes, ont été foutues à la porte. Hein. Bon, donc l'ensemble est mité. Et en fait, la finalité, c'est d'aboutir à un Israël s'étendant de plus en plus avec un monde musulman parcellisé, d'où ces guerres, d'où ces troubles. Mais, je dis toujours que même les Juifs d'Israël seront des victimes. Parce que dans l'esprit de certaines factions juives, je dis toujours certaines factions juives, il a volonté de trucider du juif. Parce qu'ils considèrent dans leur esprit tordu que le sacrifice humain doit... Je vous ai dit, le mondialisme, c'est un sacrifice pour passer d'un monde ancien à un monde nouveau. Il faut sacrifier tous les peuples de la terre, peu importe leur couleur de peau, mais sacrifier du juif, c'est l'offrande la plus digne dans l'esprit, voilà. Et je n'invente rien. Il suffit de lire. J'invite personne à lire mon livre Archives du mondialisme aux éditions Nouvelle Terre. Et j'ai présenté en annexe 1 les écrits du messianiste Jacob Frank de 1767. C'est écrit en hébreu. C'est l'original, présenté par une équipe d'universitaires juifs américains en 1982, dirigée par Ben-Zion Wacholder. Ils ont donc trouvé les originaux. Ils les ont traduits et présentés en 20-25 pages en anglais, et j'ai fait tout traduire. Hein. Donc à gauche, l'explication en anglais, à droite, la traduction en français, et il est bien précisé dans les 4 points du programme politique et spirituel de Jacob Frank, du messianisme Jacob Frank, au XVIIIe siècle, qu'il faut sacrifier les Juifs. C'est écrit en toutes lettres, dans le cadre de l'Apocalypse, donc de la révélation. Donc je ne fais que reprendre ce qu'ils ont écrit. Donc c'est un programme abominable, tordu, et d'essence satanique. Je rappelle que tout est sourcé dans vos là, ce document que je viens de vous citer vient d'une parution universitaire en 1982, dirigée par Ben-Zion Wacholder, qui est mort il y a quelques années. J'ai mis la source de la revue universitaire. Puis voilà, le livre est sorti en 2020, je crois. Bon, j'ai pas eu de problème. Ah oui, ce sont les pièces d'archives. Bon. Alors pour finir, est-ce que vous avez un dernier mot? Un mot d'espoir, peut-être? Oui. Alors, mot d'espoir, oui, dans ce sens que nos ennemis, le fond satanique ne peut pas gagner. Gagner bataille, il ne gagne pas la guerre. Donc, le fond d'optimisme authentique que j'ai, c'est qu'ils ne gagneront pas en bout de course. Mais je sais que malheureusement, avant leur défaite finale, nous souffrirons. Il ne faut pas se leurrer. On va en baver. Mais pour s'en sortir, il faut que les principes de 1789 et de Vatican II sautent jusqu'à la racine. Et donc ça ne peut passer, sauf miracle, où les gens tout d'un coup prennent conscience qu'effectivement il faut changer de cap. En dehors de ça, il faut des événements douloureux. Et dans la souffrance, et coup de pouce à Providence, ça c'est indéniable, il y aura un changement de cap, mais dans un cataclysme, mon Dieu, beaucoup de méchants mourront, mais malheureusement, il y aura aussi de nombreux innocents à passer l'arme à gauche. Mais qu'est-ce que vous voulez? On paye les erreurs de génération en génération. Peut-être pour finir aussi le livre Oui. que vous avez sorti. Oui, donc les mémoires du vicomte de Gontaubiron, c'est sur Book Edition, auto-édité, donc voilà, vous pouvez donc sur Book Edition directement, et j'ai fait une préface
d'une quarantaine de pages. En fait, ses mémoires, c'est le premier ambassadeur de France à Berlin après la défaite française en 1870 des armées de Napoléon à Sedan. Et pourquoi c'est très moderne? Parce que Gontaubiron est confronté aux mondialistes de l'époque. Il comprend parfaitement Bismarck. Il fait tout pour alerter les dirigeants français, dont Adolphe Thiers. Donc là, vous avez Gontaubiron, Adolphe Thiers, la Bismarck et le banquier de Bismarck, Bleichroeder. Et Gontaubiron, lui, a tout pigé. Parce qu'il a un esprit classique, vieille France. Et à la différence de Gaulle, lui, il n'a pas retourné sa veste. Et donc, il veut alerter, entre autres, Adolphe Thiers, mais lui qui est un esprit libéral. Et Bismarck veut et réussit à réinjecter les principes de 89, mais pas la République vulgaire à la Gambetta, mais la République, comme il dit, conservatrice, Adolphe Thiers, qui présente les apparences des gens bien, de la bourgeoisie bien pensante, mais en gras derrière, c'est pourri. Et c'est ça que Bismarck réussit à rétablir aux grandes dames de Gontaubiron, qui avaient parfaitement compris la nocivité et l'habileté du projet de Bismarck. Il fait tout pour prévenir et il dit, en gros, si Bismarck gagne, on va le payer très cher. Et en 2024, on est sur la continuité de ces événements. En fait, c'est une photo d'une époque, de l'évolution du mondialisme, un Gontaubiron qui a parfaitement pigé, qui dit, en gros, si ça continue dans ce sens-là, on va le payer très cher parce que ceci, cela. Et j'explique toutes les raisons, à la fois d'ordre politique, financière, l'espionnage et même la prostitution, ça joue un rôle. Ça, j'avoue que... Ça se comme un roman. Oui, et tout est sourcé. Et il y a quand même une chose, c'est que Adolphe Thiers, tout libéral qu'il fut, a malgré tout remercié Gontaubiron du travail qu'il a fait, parce que Gontaubiron a pu réduire le temps d'occupation des troupes prussiennes en France, parce qu'on devait payer, suite au traité de Francfort de mai 1871, 5 milliards de francs or. Et cela devait se terminer en mars 1875. Il a réussi à favoriser l'accélération de ce paiement. Ça s'est terminé en septembre 1873. Il faut savoir que les troupes d'occupation prussienne, c'était aux frais des Français. Et donc, 1 an et demi d'occupation en moins, les Français n'ont plus à payer les frais d'occupation. Donc Gontaubiron a réussi à réduire d'1 an et demi. Et comment il s'appelle, Adolphe Thiers, pour le remercier de son engagement, même si Adolphe Thiers était malgré tout, n'a pas compris tout ce que voulait faire Gontaubiron. Et vous avez le journal officiel de la République française du 17 mars 1873. J'ai mis l'original et tout en bas la colonne, et ça continue à droite. Adolphe Thiers, malgré tout, et c'est malgré tout aussi tout à son honneur, accorde la plus haute distinction à Gontaubiron en le faisant grand croix de la Légion d'honneur. Voilà. Donc c'est un monsieur, Gontaubiron. L'époque a changé, puisque les lanceurs d'alerte actuels n'ont pas droit à ces honneurs. Ah oui, mais vous savez, c'est ce que je vous disais, la moisissure bouffe tout. Le système cuit dans son jus. Merci beaucoup, Pierre Hillard, pour cet entretien d'exception. Merci. Merci.